Ça fait genre 10, 15, 20 000 vues. Les gens sont friands du patch. Il est téléchargé 20 ou 30 000 fois. Il m'a dit écoute, on adore bosser avec toi, mais là franchement t'as une opportunité de fou, vas-y. Entre 800 et 1000 balles. C'est un jeu de chasse pourri. 1000 balles. Ouais, c'est un jeu de chasse pourri qui s'appelle Cabela, qui est introuvable en version française. C'est un partage finalement pour moi le jeu vidéo. C'est le produit culturel numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Plus de 50% de la population joue aux jeux vidéo. C'est énorme. Donc c'est-à-dire si on avait un parti politique là, on pourrait voter le budget. Ça a toujours été mon rêve d'être dans le jeu vidéo, de parler de jeux vidéo. J'écrivais des courriers dans les consoles plus de l'époque et dans les consoles max, les joypads. Ce jeu-là, je l'ai payé 190 € il y a 9 ans. Et les gens m'ont dit t'es complètement timbré de faire ça. Aujourd'hui, il a plus de 1000 €. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Tant qu'il y aura du Wi-Fi avec un nouvel invité, Conquerax, qui est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être avec toi. Merci ça fait de venir, plaisir. hein. Merci à toi de m'accueillir et c'est magnifique ici, franchement. C'est Là, vrai, tu nous as réservé un très beau plateau. T'as été bien reçu? Bien reçu, on est calé, franchement, merci beaucoup. Et puis c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, on discute pas mal. C'est vrai. On s'est rencontrés, je crois que c'était en 2019. Ouais, À un 2019. salon de jeux vidéo. Tout à fait. Et depuis, on a gardé contact quand même. Ouais. Il y a plein de choses qui sont passées dans nos vies respectives et on se donnait des nouvelles régulièrement. Et moi, je voulais t'inviter. Oui. Pourquoi? Parce que ici, dans ce podcast, je voulais qu'on invite des influenceurs, des artistes, des gens qu'on connaît par leur image. Notamment toi, on te connaît avec ton nom, Conquerax. On te connaît avec ta ligne éditoriale. C'est très rétro gaming, fan de GameCube. Mais on ne connaît pas celui qui est derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu la bascule pour passer de quelqu'un qui avait un travail, qui a dû sûrement faire des études, à je deviens youtubeur? Tu faisais quoi avant? Waouh, c'est une très bonne question. Écoute, plein de choses. Déjà, la première des choses, moi j'ai fait, si tu veux, un bac économique et social. Je commence par le bac. Vas-y, voilà. ouais. On va dire que moi je suis un passionné de jeux vidéo depuis ma tendre enfance grâce à mon papa qui m'a fait connaître la NES. Tu vois ton papa tirer comme ça avec, tu sais, sur Duck Hunt avec le zapper, Exactement. ça te laisse des souvenirs intemporels. Bon, voilà. Et en gros, je fais mes études, je fais mon parcours scolaire classique. J'arrive en baccalauréat économique et social que j'ai avec le rattrapage. Hein. Tu sais, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, je l'ai eu. L'essentiel, c'est de l'avoir. Je l'ai eu, mais vraiment ric-rac, à tel point que d'ailleurs que mes profs me disaient non, mais toi, tu vas rien réussir à faire de ta vie, ça va être impossible, etc., etc. Finalement, ma mère a dû pousser pour que j'aille. Alors, c'était en première ES, je crois, parce que c'était très, très limite. Économique et social. Ouais. Économique et social. Et moi, je faisais pas grand-chose, franchement, à l'école. J'étais vraiment passionné par le JV, j'avais que ça dans mon esprit. Ah, tu foutais rien à l'école? Franchement, je foutais rien. Tu faisais que de jouer aux jeux vidéo? Franchement, je rentrais, je jouais aux jeux vidéo, j'avais mes potes qui venaient à la maison, ils savaient que j'étais le gamer de service. Tous, ils sortaient, ils allaient pas en boîte, mais tu as compris, à 16 ans, 17 ans, sur les fins de lycée, etc. Moi, j'ai connu la même chose, moi. T'as connu? La même chose. Voilà, j'étais le gamer chez qui on allait, tu vois. Donc, moi, ça a commencé comme ça. Scolarité, on va dire, pas difficile parce que j'avais, je pense, une bonne capacité à comprendre. Donc, j'ai eu ric-rac, vraiment, j'avais 9,90, tu vois, et j'ai eu les quelques points qui me manquaient au rattrapage. Ouais, ça t'intéressait pas. T'étais focus jeux vidéo à l'époque. Ouais, je sais pas, ça me faisait pas rêver, tu vois. Donc ensuite, moi, je pars, en gros, alors qu'est-ce que je fais? Je fais une fac d'économie, le truc un petit peu, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Forcément, je foire parce que j'étais pas pas motivé. J'avais mes potes qui commençaient à jouer sur mobile à l'époque déjà, etc. J'étais là sur ordinateur à la fac, je faisais rien, je jouais à Football Manager. Bref, pas terrible. Mon père me dit écoute, ça peut pas continuer comme ça. Mon père travaillait chez Darty à l'époque, pendant plus de 20 ans, même 30 ans. Tu devais être OP sur tout ce qui était télé, les derniers lecteurs DVD et tout ça. Exactement, et je pense que c'est d'ici que je tire un peu mon truc technologique parce que lui, il était très manuel et si tu veux, il réparait beaucoup les magnétoscopes à l'époque, les DVD, mes consoles de jeux quand il y avait des soucis, etc. Et mon père, il me dit écoute, ça va pas se passer comme ça. Tu vas bosser maintenant parce que tu fous rien au lycée, t'as rien foutu à la fac. Moi, on va arrêter les conneries. Et il m'a dit je t'embarque avec moi. Et j'ai bossé pendant près d'1 an au service après-vente de Darty. Mais non. À 19 ans. C'est 18 ans, 19 ans. Ouais, pendant 1 an. Et ça a été une expérience incroyable parce que tu rentres dans le marché du travail, t'es obligé d'être carré. T'es plus dans ce côté à la fac, c'est lycée. pas l'école, ouais. C'est pas l'école. Tu viens à l'heure, tu pars à l'heure, tu te tais. T'encaisses les critiques et les insultes parce que le service après-vente, c'est que des gens qui ont des problèmes. Ouais, c'est vrai. Donc, tu es là encaissé, tu te fais une carapace, un bouclier, des gens qui t'insultent, mais pas personnellement. Ils insultent la boîte, etc. Et en fait, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien apprécié le monde du travail, si tu veux. Mais à un moment donné, au bout d'1 an, je me suis dit, je peux pas faire ça toute ma vie parce que c'est quand même difficile. Il y avait des gens avec qui je m'étais noué d'amitié là-bas et qui étaient, qui avaient 20 ans dans le SAV tout, qui me disaient non, il faut que tu
Tu fasses Il autre faut que tu chose. step up. Et c'est Fais là où autre tu fais la chose. chaîne YouTube? Et non, c'est pas encore là où je fais ma chaîne YouTube. Et là, si tu veux, je reprends mes études justement. Je me dis, allez, là j'ai du plomb dans la tête, c'est bon, on va recommencer. Et là, je fais des études de comptabilité. On parlait de compta Ok. justement en off, des études de compta, parce que ma mère est comptable. Donc je me dis, je vais un peu suivre sa Ouais. voie. Donc Là, tu le fais pas avec conviction. Tu le fais parce que non, ta mère fait ça. je le fais parce qu'elle me dit, vas-y, pourquoi pas tenter ce qu'on appelle un DCG, un diplôme de comptabilité et D'accord. gestion. Tu te dis, bon, ma Ouais, mère le fait. C'est un boulot plutôt classique. Il ouais. gagne bien sa vie. Voilà. Et Voilà. puis on va tenter, on sait jamais, ça peut t'ouvrir des portes. Le problème, c'est que le DCG, c'est très très dur. C'est un diplôme qui est extrêmement difficile, sauf que j'étais beaucoup plus sérieux. Donc j'arrive à valider 2 années sur 3, c'est une licence, le DCG. Après, il y a le DSCG, après, il y a l'expertise comptable. Et je me dis, ça me plaît pas. Oh la Donc c'est vache. assez... ouais, Au bout non, de la non. deuxième année, il t'en restait plus qu'une pour Ouais. valider le truc. Ouais, ouais, il me restait encore aujourd'hui, il me reste 4 UE à valider sur 12. Ok. Donc en gros, tu as 12 UE si tu veux, et tu as le contrôle de gestion, la compta, tout ça. Bon, ça va un petit peu loin. Et là, tu es là, t'es chez toi et tu te Ouais. dis, ouais, ça me fait pas rêver. Ouais, ça me fait pas rêver, et je vais quand même faire ma 3e année, sauf que je vais la faire en candidat libre. Tu Ok. vois, parce qu'en fait, mon école, bon, C'est le pire truc, ça. le pire truc. Tu fais candidat libre, t'es sûr de pas l'avoir. C'était sûr, sauf que c'est là où je démarre vraiment ma chaîne YouTube. Et si tu veux, c'était pas du tout au départ sur, comment dire, sur ce qu'on voit actuellement sur ma chaîne, l'histoire du jeu vidéo, etc. C'était, j'ai fait patcher pour Pro Evolution Soccer. Mais C'est-à-dire, non. ouais, je patchais, Mais je j'adorais, mettais les moi, ça. maillots, ben voilà, Enfin, avec les vrais noms les d'équipes. vrais et noms, tout. les Parce que maillots. faut savoir que Pro Evolution Soccer, c'était la référence avant FIFA. Exactement. Tout le monde jouait à PES. Ouais. Il y avait même la version japonaise qui s'appelait Winning Eleven, qui avait des Exactement. petits changements et tout ça. Et souvent, quand on récupérait PES ou Winning Eleven, on voulait mettre un patch Ouais. qui nous permettait d'avoir les équipes officielles, les maillots officiels et tout ça. Les vrais Et noms. moi, je les récupérais, ces patchs. C'est vrai. Et c'est- Peut-être que et t'as c'est téléchargé des le mecs nom. comme toi qui le faisaient. Ouais, ouais, exactement. J'adore. Exactement. Et c'était pour PES 2014, notamment, à ce moment-là. Je me dis, bon, bah, tu sais quoi, j'ai du temps, soi-disant. J'étais en candidat libre, comme tu l'as dit, c'est le très mauvais choix. J'ai du temps, je vais faire ça. Et donc, je lance ma chaîne YouTube avec le patch Conquerax. Il s'appelait déjà Conquerax, Ok. le patch. Pourquoi Conquerax? Alors, Conquerax, c'est très simple. C'est que. Alors, il y a mon jeu préféré qui s'appelle Conker's Bad Fur Day sur Nintendo 64. Exactement. ouais. Que j'ai découvert quand j'avais 9 ans, donc c'était pas du tout un jeu pour les mineurs, hein. C'est un titre qui est, on dirait pas comme ça, mais t'incarnes un petit écureuil complètement bourré dès le départ. Il y a plein de choses qui se passent, des trucs. Et c'est très marrant. Ouais, Beaucoup d'humour quand même. exactement, mature content. Mais moi, j'étais tellement subjugué par le jeu, j'avais 9-10 ans quand je l'ai découvert, que c'est resté en moi. Et Axel, en fait, Conquer Axe, Axel, mon prénom. Donc c'était vraiment le diminutif du petit personnage de Rareware et de mon prénom. D'accord. Et donc, j'ai gardé c'est un pseudo que j'ai créé sur jeuxvideo.com à l'époque, j'avais 12 ans justement. J'ai gardé ce pseudo jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, bah allez, je vais faire le patch Conquerax, donc tous les vrais noms. Je crée la Bundesliga, elle n'y était pas à l'époque, la Ligue allemande Mais oui, de mais oui. foot, les maillots de l'Olympique de Marseille. Moi, ouais. je suis Marseillais, tu vois, bon, que des trucs comme ça. Ouais, je m'en souviens. Moi, je sais que j'ai joué pendant des années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu voulais plus jouer avec Miranda, Burchett. Je les ça. connaissais tous. Valérie. Et t'avais envie d'avoir les vrais joueurs. quoi. Ah, exactement. Et puis t'avais Zidane, c'était Zigo, je sais Ouais, pas, ouais. des trucs. Ronaldo, c'était, je sais pas. Mais bon, ouais, exactement. Donc j'ai dit, j'adore le jeu, je vais modifier ça. Donc ça commence comme ça. Là, tu gagnes des abonnés. Ouais, je gagne des abonnés, quelques abonnés, mais genre ça monte quoi à 500, 600 abonnés. Mais les vues, par contre, sont là. Ça fait genre 10, 15, 20 000 vues. Les gens sont friands du patch. Il est téléchargé 20 ou 30 000 fois. Enfin, c'est vraiment. C'est ouf. Ah ouais, c'était un carton. Je J'étais le connaissais patch. pas ça, Ouais. ton anecdote. Ouais, là. j'étais le patch le plus téléchargé, je pense, en 2013-2014. Mais c'est sûr que je l'ai téléchargé alors. C'est possible. C'est obligé. C'est possible. Alors, c'était exclusif à la Xbox 360, par contre. Parce Ah que, non. Alors moi, je l'ai téléchargé sur une autre console. ouais, bah, moi, c'était exclu parce que c'était la plus facile à modifier. Avec une clé USB, tu pouvais la modifier. Tu mettais la clé USB, etc. Donc, ça a commencé comme ça, vraiment, ma chaîne YouTube, si tu veux, Conquerax. Et bon, entre-temps, je vais en école de commerce. Ça se passe super bien. Je suis un des meilleurs en école de commerce. Là, mes études, ça se passe très bien. Je me sens mieux, je sens que ça m'intéresse beaucoup plus. Et puis finalement, en mars 2014, je décide vraiment de me lancer, d'arrêter le patch, parce que c'était quand même énormément de travail. Tu sais, recréer tous les maillots, les designs, c'était hyper long, j'avais plus le temps. Mais je me dis, j'achète toujours du jeu vidéo comme avant, j'achète toujours du rétro, et il y a des jeux qui valent vraiment pas cher dans les brocantes. À l'époque, il y a 10 ans, dans les caches, dans les magasins, tu peux te faire plaisir sur des classiques du jeu vidéo pour vraiment pas cher. Et là, je me dis, mais tu sais quoi? Je vais le partager sur YouTube. Tu sais quoi? Je vais embarquer les gens avec moi dans les vides-greniers. Je vais prendre ma petite caméra,
et je vais essayer de leur montrer que dans les vides-greniers, on peut faire des super affaires. On peut trouver des Mario à 2 euros, des Pokémon à 3 euros, etc. Mais là, tu le fais juste pour partager ton kiff. Ouais, pour tu partager fais pas le ça kiff. en disant ça va être mon métier plus Pas tard. du tout, pas du tout. D'ailleurs, sur YouTube, à l'époque, pour qui c'était le métier en 2014? Très peu de gens. Très peu, ouais. Tu avais peut-être Joueurs du Grenier, tout ça, mais qui étaient vraiment déjà des gros YouTube, on va dire. Mais à l'époque, tu faisais pas ça du tout pour ça. Il n'y avait pas de sponsor. Ouais. Il y avait, c'était très mal vu de faire du sponsor sur YouTube. Non, c'était que du partage, petite caméra. J'avais un iPad, 720p. C'était vraiment... Énorme. Ah ouais, voilà. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'était le 12 mars 2014. Et voilà, ça a pris, quoi. Et après, à quel moment ça a été la bascule, justement? À quel moment tu t'es dit, bon, ok, là j'ai un truc à faire, Ouais. je peux peut-être gagner ma vie, Ouais. et je vais dire à mes parents, j'arrête tout, je vais faire ça. Écoute, franchement, ça a été quelques années après, pour être honnête avec toi. Je pars sur Lyon. Je me dis que je veux travailler dans le jeu vidéo. J'étais en 4e année de mon école de commerce ou 5e année, donc je faisais mon master à ce moment-là. Et je pars à Lyon, je décolle à Lyon, et là, je trouve un studio de jeux vidéo indépendant qui me veut bien, mais en tant que responsable marketing, tu vois, de la boîte, parce que j'avais déjà mon master et tout. Super taf. Donc c'était hyper bien, et ça s'appelait Realities, ce studio. D'ailleurs, il y a des petites vidéos dans ce studio. Là, j'avais peut-être 70, 80 000 abonnés à ce moment-là, donc c'est déjà énorme. Ça commençait à bien prendre, mais pas pour en vivre, tu vois, c'était encore trop limite pour en vivre. Du coup, je vais bosser pendant 1 an dans ce studio qui s'appelait Realities, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un studio de réalité virtuelle. D'accord. Donc, c'était vraiment, on était 8 personnes, 9 personnes. Moi, je leur mettais mes contacts que j'avais noués dans le milieu, etc., etc. Réalité virtuelle, on est très loin du rétro gaming. Ouais, on est loin du rétro, mais il y avait quand même un esprit. Puis on était dans le jeu vidéo, et franchement, à ce moment-là, c'était quand même difficile de trouver un taf dans le JV. Et je me suis dit, le premier qui me dit OK, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis parti à Lyon à ce moment-là, parce que c'était les premiers à me dire oui. Et ils étaient très intéressés par ce que je faisais sur YouTube aussi, par le réseau que j'avais, si tu veux, pour mettre en contact avec les différents médias. Et au bout d'1 an, je passe les 100 000 abonnés, 110 000 abonnés, si tu veux. Et là, je commence à gagner plus sur YouTube que ce que je gagne dans mon taf. Énorme. Là, il commence à y avoir cette bascule. Et je vais voir mon patron et je lui dis, écoute, boss, bon, il était super gentil, il s'appelait Julien, comme toi, justement. Les meilleurs. Voilà, les meilleurs, adorables d'ailleurs. Et je lui montre ce que je gagne sur YouTube et ce qu'il me donne. Et je lui dis, honnêtement, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Il me dit, moi, je suis toi, je me lance à fond sur YouTube. Il me dit, pourtant, j'adore. Tu aurais pu continuer les deux, c'est-à-dire tu aurais gagné 2 fois plus d'argent en faisant ta passion et en ayant un boulot. Alors, c'était le cas au départ, justement, et après, ça a été un peu compliqué, je te raconterai, mais c'était le cas au départ. Mais si tu veux, pour être vraiment à fond dans ce que je voulais faire, vraiment me lancer, créer ma boîte, enfin, tu vois, j'avais ma boîte en auto-entreprise, mais vraiment me lancer pleinement dedans, écrire ce que je voulais écrire, consacrer mon temps à tout ça, à moi-même finalement, et à ma passion. Je devais partir parce que c'était très dur. Je rentrais du taf le soir, je devais tourner mes vidéos, écrire mes scripts. Moi, c'était déjà un peu documentaire, un peu enquête et tout. Donc, c'était très compliqué. Et à ce moment-là, c'est mon boss qui me dit non, vas-y. Et au pire des cas, ça se passe pas bien, tu reviens. Génial. Parce qu'il était super cool. Ah, le mec, il est cool. Une crème. Il m'a dit écoute, on adore bosser avec toi, mais là, franchement, tu as une opportunité de fou, vas-y. Donc, je l'écoute. Okay. Et donc, je me lance. Et je te cache pas que les premiers mois, j'avais pas de sponsor et tout. Les 2-3 premiers mois, c'était très dur. J'étais en déficit sur mon compte en banque parce que je gagnais 2 fois, comme tu dis. Et comme là, je décide de m'arrêter, je gagne plus qu'un salaire, entre guillemets. Exactement. Et donc, c'est très dur parce que je devais payer mon loyer sur Lyon. Et Lyon, c'est quand même une ville qui était assez chère à ce moment-là. Je gagnais pas non plus des milliers des cents sur YouTube en 2000. C'était quoi? Je te parle de ça en 2017-2018. Tu gagnes pas ce que tu gagnais aujourd'hui sur YouTube. Il y avait pas autant de pubs. Du coup, j'étais SMIC et encore ric-rac. Alors à ce moment-là, tu dis quoi? J'abandonne? Non, même pas. Je me dis, je vais continuer. Pour être même honnête avec toi, j'ai une petite anecdote que je peux te raconter que personne ne sait ou très peu de gens. C'est que j'ai même demandé à un pote à moi. J'ai pas osé demander à ma famille parce que, en fait, quand je me suis lancé, si tu veux, ma famille me dit mais t'es sûr, t'as un job, t'es sûr. Ils pensent quoi d'aller sur YouTube? C'est pas un vrai métier pour eux à l'époque. Si tu veux, ils m'ont toujours soutenu dans la démarche. Ils sont impressionnés par ça. Ils m'ont toujours dit mais c'est incroyable. Tu as des abonnés, t'as 100 000 abonnés, 200 000, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'ils étaient quand même en mode t'es sûr que ça va le faire, tu vois. Et pour pas, si tu veux, tomber en face de mes parents, j'étais en mode, je vais pas leur dire que je suis un peu ric-rac au départ. J'ai demandé à un pote à moi qui me devait un peu de thunes, qui m'a fait un Western Union, pour être honnête avec toi, de 200-300 balles pour payer mon loyer sur le premier mois parce que j'étais en déficit complet à la banque. C'était très, très, très compliqué, très ric-rac. Et après, ça a décollé. Étrangement, c'est là que j'ai cru en moi et c'est là qu'il y a eu des sponsors qui ont commencé à me contacter et qui ont commencé à me dire, écoute,
Là, je faisais peut-être 40 000, 50 000 vues par vidéo, ce qui était déjà pas mal, tu vois. Et qui m'ont dit, écoute, nous, on te file un petit billet pour faire une intégration YouTube, c'est-à-dire en gros 1 minute, tu parles de nous 1 minute au début de la vidéo, etc. Et c'est là que j'ai commencé à dégager un peu de trucs. Et là, ça allait beaucoup mieux, je commençais à respirer. Et après, Et là, ça t'emporte. C'est-à-dire, voilà. ta passion t'a porté, Ouais, tu as ouais, été jusqu'au bout, même si c'était difficile. ouais. Et à un moment donné, quand tu as vu que ça marchait, la passion elle prend de l'ampleur en fait. C'est Tu ça, prends exactement. encore plus de plaisir dans ce que tu fais. Exactement. En fait, ça m'a vraiment libéré. Ça a été très libérateur mentalement parce que, effectivement, quand tu es en déficit à ta banque, Ouais, ça fait peur. Hein. ça fait très peur. Tu es dans le rouge, tu sais, quand tu cliques, tu vois le Ouais. rouge comme ça et tu dis, oula. Et en plus, c'est des métiers artistiques. Tu connais très bien, tu connais le truc. Tu sais pas du jour au lendemain ce qui peut se passer dans l'artistique. Et YouTube, c'est très friable. C'est-à-dire, un jour, imaginons que tu fais une connerie, les gens ne t'aiment plus, un bad buzz, n'importe quoi. Ça va vite, le public du jour au lendemain est peut-être plus là. Exactement. Ou des trucs comme ça. Exactement. Et puis tu peux, voilà, il y a tout qui peut t'arriver. Tout peut On en t'arriver. connaît plein des youtubeurs qui existaient et qui ont disparu. Après, on les voyait plus. Exactement. Et puis, du jour au lendemain, peut-être que les gens aussi se lassent de toi. Enfin, il y a tout un côté où tu te remets en permanence en question. Donc, se lancer pleinement comme ça, quand tu avais un taf, quitter ton taf et être à fond, surtout en 2017 sur YouTube, où, comme je te dis, ça payait pas. Je peux te dire grosso modo, mais à l'époque, tu faisais 1000 vues, tu étais payé 1 euro, quoi. 1,50 €. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc, il fallait faire, pour gagner très très bien sa vie, il fallait faire beaucoup de vidéos, beaucoup de vues. Donc, il n'y avait pas les pubs comme aujourd'hui à fond, tu vois. Et donc, à partir de là, je me lance et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un petit coup du destin. Et je sais pas, quand on croit en soi, j'ai l'impression des fois, quand on va à fond dans ses projets, tu as toujours des gens qui vont te dire, on en parlait en off, t'es sûr, tu vas faire ça, t'es sûr, non mais tu te lances dans ça. Je pense qu'il faut écouter sa petite voix de temps en temps. Et j'ai bien fait de le faire parce que finalement, bon, malheureusement, la boîte de jeux vidéo dans laquelle j'étais a fermé. Et moi, pendant le Covid, c'est pendant le Covid qu'elle a fermé, et ben moi j'ai décollé pendant le Covid parce que les gens étaient sur YouTube, les gens étaient sur le jeu vidéo. Et là, ça a été pour moi le vrai décollage. Ah ouais, tu vois, exactement. donc 2-3 ans après, quoi. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Van Damme. Ouais. Qui a dit dans une vidéo, faut pas écouter les bruits du monde. Mais il a raison. Il a tellement raison. C'est les bruits du monde, faut s'écouter soi-même. Et à un moment donné, il y a un truc qui t'a appelé à l'intérieur de toi. Ouais. Tu l'as suivi, et tu l'as fait. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Là, on est 473 000 que sur ma chaîne première. Donc, c'est quand même pas mal, vraiment. Je me dis, c'est une ville comme Toulouse, tu vois. Donc, c'est énorme. Tu te dis, mais tu te rends pas compte. Et c'est quand les gens te voient, tu les vois dans la vraie vie et ils te disent, mais merci pour ce que tu fais. T'es là, tu fais quoi? Mais c'est incroyable, je suis dans ma piole. Et après, j'ai une chaîne secondaire qui a 70 000 abonnés, à peu près 65-70 000. Après, il y a tous les autres réseaux, tu vois, TikTok, Instagram, etc. Donc, je pense qu'en tout cumulé, on doit être à 600 000 peut-être. Mais moi, quand je t'ai connu, tu en avais 150 000, 200 000, je crois. C'est fou, hein? Ouais, c'est vrai. En 2019 et ça a explosé. C'est vrai, tu as raison. Avec du recul, tu regrettes ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai pris de ma vie. Sans ça, je pense que déjà, il y a plein d'amis que j'aurais jamais découvert. Bah, toi, par exemple, on se serait certainement jamais connus. Alors que je te regardais, moi, comme je disais, c'est assez fou, mais je te regardais, j'avais 10 ans. Oh merde 15 ans, merde. Le coup de vieux. J'avais 15 ans, je te regardais sur la péniche Xbox Love You, tu réagissais en direct. Historique, ça c'est l'histoire des jeux vidéo. C'est incroyable. L'histoire des jeux vidéo en France. Et t'imagines, la laverie PSP. De la PS3. Exactement. Et je te regardais sur Game One et moi j'étais là, j'étais chez les amis à mes parents qui avaient CanalSat à l'époque. Et moi j'étais comme ça, j'avais pas CanalSat. Et 2007, lancement de la PS3, mars 2007. T'imagines et donc moi ça me fait trop drôle quand je t'ai rencontré la première fois, que j'ai rencontré Marcus, etc. Pour moi c'était irréel. Donc je ne peux pas regretter quand, si tu veux, ça a toujours été mon rêve d'être dans le jeu vidéo, de parler de jeux vidéo. J'écrivais des courriers dans les consoles plus de l'époque et dans les consoles Max, les Joypad. Les magazines papier. Les magazines papier. On m'a répondu une fois ou deux d'ailleurs. J'ai eu un magazine, une anecdote. C'était quoi? C'était c'était 2004. 2004, je demande quand c'est que la PS3 va sortir, parce que la PS2 était là depuis, et il me répondait, enfin bref, c'était un truc de fou. Je me souviens, moi à l'époque, quand tu faisais ça, t'étais trop fier. Après, quand on t'avait répondu, que tu voyais ton nom dans le magazine et tout ça, t'étais trop fier d'un truc comme ça. Exactement. Et donc, me dire que j'aurais pu vous rencontrer un jour, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai rencontré plein d'amis, j'ai fait des choses de fou, des conventions. Aujourd'hui, tu as un public qui te dit merci pour ce que tu fais. Tu dis, mais en fait, merci à vous, quoi. Mais c'est incroyable. En fait, on vit des trucs qui sont incroyables. Et si je n'étais pas allé au bout de mes projets, je ne les aurais certainement jamais vécus. Voilà. Donc, je peux pas regretter. J'en vis aujourd'hui. C'est mon métier. On m'appelle pour faire des conventions, des émissions. C'est incroyable. Moi, c'est même démesuré parfois. C'est un rêve. C'est un rêve. Mais je me dis, est-ce que je vais me réveiller, tu vois? Non, honnêtement. T'aurais pu être comptable et ça t'aurait saoulé parce que ça se trouve de te lever le matin à 8h, de mettre un costard
Moi, mon beau-frère, il est comptable, il se met en costard tous les jours et tout, ça me fait pas rêver. Moi, je suis en jean basket toute la semaine. Ouais, mais Quand je mets un costard, c'est quand il y a un mariage, c'est tout. ouais, voilà. Non, mais Tu vois. après, il y a des gens peut-être que effectivement, nos métiers ne les font pas Bien du sûr. tout vibrer. Bien Ils sûr. n'ont pas envie d'être dans la lumière. Est-ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'il faut aussi encaisser les critiques. Tu vois, enfin, tu connais. Voilà, je vais pas te l'apprendre, mais des fois, bah, malheureusement, il y a des choses aussi un peu négatives liées Oui. à Après, ça. là, mon beau-frère, il a acheté une Mega Drive, Ouais. une N64. Bon. Donc, il cherche les jeux. Il me dit, Julien, ramène-moi ça, machin, tout ça. David, je t'embrasse. Donc, Non, mais on lui fait un coucou. au passage, bon, il y a aussi la passion, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de se dire, je vais écouter ma passion et je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Question toute bête. Dans le YouTube game, Ouais. il y a une bonne ambiance entre vous, entre youtubeurs, ou au final, moi je le connais pas du tout. Moi j'arrive sur YouTube là. T'es Est-ce chaud que c'est une bonne ambiance Est-ce que c'est une bonne ambiance ou au final c'est pas si bien que ça? Il y a des fois des coups Il y a de tout. Trafalgar. Non, il y a de tout. Il y a de tout. C'est Comme le dans reflet. la vraie vie. Ouais, c'est le reflet de la vie, exactement. C'est le Vous reflet avez d'une. l'air tous sympas quand on regarde vos chaînes. Bah, écoute, après, moi, Il y a de je la dis toujours- jalousie. Ah, tu sais, je vais te dire, c'est le Sans reflet de la citer vie. de nom, hein, bien sûr. Non, c'est le reflet de la vie de tous les jours et d'une société, finalement de la société. Quand tu travailles dans une boîte, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Bien sûr. Il y a des gens qui peuvent pas te blairer. Bien Tu sûr. sais même pas pourquoi. Il y a des gens, ils peuvent pas piffer ta tronche. Bah nous, c'est pareil. Je veux dire, moi, il y a des gens, ils Non, peuvent. c'est pire parce que en fait, dans une boîte, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont très contents de faire leur taf tranquille, machin Ouais. et tout. YouTube, c'est une bataille d'ego. Tout le monde a Il est un vrai. ego. Si on fait ça, c'est qu'on quelque part, on a envie d'être aimé. Oui. On a envie d'avoir des likes, des abonnés. Même Bien moi, sûr. hein, je parle pour moi. Hein. Moi, j'ai fait ce métier-là. Je le dis pas consciemment, mais inconsciemment, je pense qu'à un moment donné, ouais, j'ai voulu être à l'antenne parce que je voulais qu'on me regarde, qu'on m'aime et tout ça. Mais Alors que évidemment. je suis d'une timidité maladive. Donc il y a un peu, contrairement à une société, on va dire, c'est le codir. Il y a tout le Ouais. monde avec un ego un peu important, non? En fait, c'est vrai que tu le dis toi-même, quand on travaille pour soi, entre guillemets, pour son image, il y a forcément une notion d'ego qu'on ne peut pas nier. On a tous cet ego-là. Je pense qu'il y a des gens. Alors, moi, c'est pas trop mon cas maintenant. Avec le temps, j'ai appris à plus le faire. Mais je pense que tu te compares toujours un petit peu parce que tu as envie de savoir si ce que tu fais, c'est bien. Et tu te dis, ah, mais mince, ça n'a pas fonctionné. Et là, peut-être que si on fait comme ça va mieux fonctionner. Est-ce que c'est moi le problème? Tu sais, tu te remets toujours en question Normal. finalement. Et oui, bien évidemment qu'il y a eu des dramas. J'ai eu des dramas. J'ai eu des gens avec qui ça s'est pas très bien passé. J'ai eu un drama dernièrement, il y a à peu près un mois et demi, Sur quoi? sur par exemple, je veux pas trop truc, mais en gros, si tu veux, c'est un format que je fais depuis moi des années, et tu as une autre personne qui fait ça aussi depuis des années et qui n'a pas accepté, entre guillemets, que je marche sur ces plates-bandes. Alors qu'en fait, oui, on fait oui. tous. Excuse-moi, mais on parle tous de jeux vidéo, de collection, tu vois. Oui, donc, et ouais, c'est comme la musique au final. Bah oui. Voilà, tout le monde fait des titres de musique. Exactement. Et des fois, il y en a, ils utilisent des samples et machin. Voilà, c'est comme ça. Tout C'est le ça. monde fait le truc dans son coin de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est Donc ça. forcément, à un moment donné, Mais t'es ça se marche obligé. un peu dessus. Il faut un bouclier, il faut que tu aies un bouclier. En fait, c'est un bouclier mental que j'ai eu depuis des années. Tu as toujours des gens aussi qui t'apprécient pas, et ça, c'est comme ça, il faut l'accepter, qui n'aiment pas ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon d'expliquer les faits, de donner des anecdotes. C'est la vie, il faut l'accepter. Sauf qu'au début, quand tu prends tes premières remarques et tes premières critiques, c'est difficile. Et c'est après, au bout de quelques temps, quelques mois, années, que tu commences à te blinder, être en mode Master Chief. C'est T'as l'âge. sorti le Ça, bouclier. c'est l'âge. Ben, c'est l'âge. Mais quand tu as 20 ans, enfin, moi j'ai commencé, j'avais 23 ans, ma chaîne YouTube, et que tu prends des grosses critiques dans ta tronche, j'ai beau avoir fait le SAV d'Arty et me fait insulter, Au début, ça fait mal. ça fait mal. Surtout Ouais. que des fois, il y a des gens, même ils insultent ton physique, ils insultent. Enfin, tu sais, il y a vraiment des trucs des fois. Donc, il faut être prêt à cela, il faut être paré. Et puis, dans le milieu, évidemment, tu as toujours des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Tu as des gens qui vont pas t'aimer, tu as des gens qui vont pas t'inviter, tu as des gens qui vont. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu et il faut savoir l'accepter. J'ai eu plusieurs fois des petits clashs, des trucs comme ça, mais Et le fait d'être populaire, Ouais. fait d'être populaire dans la rue, on te reconnaît, des trucs comme ça. Est-ce que ça t'a porté aussi préjudice? C'est un truc cool, mais est-ce que ça t'a porté préjudice à certains moments? franchement, non. Est-ce que t'as Vraiment. envie d'être tranquille de temps en temps? Non, franchement, en Parce que vrai. toi, tu vas dans une boutique Micromania, on t'harcèle. Oui, dans les boutiques de jeux vidéo, ça Toi, m'arrive. toi, t'arrives, c'est comme si Jésus rentrait dans une église. Non, quand même pas. Bah si, je vois sur Twitter à chaque Ça, fois. c'est dans vous, toutes ça, les c'est- boutiques. C'est vous si vous rentrez, toi et Marcus, joueur du grenier, tout ça, oui. Non, en vrai, moi, je suis vraiment dans un très bon seuil. C'est-à-dire, on est autour des 500 000 abonnés, on peut marcher tranquillement, il n'y a pas de c'est problème. énorme, 500 000 Non, c'est abonnés. énorme. Là, tu fais le modeste. Non, c'est énorme, mais on peut encore marcher tranquillement, je veux dire, sans trop se faire arrêter dans la rue, dans les cafés, dans des trucs comme ça. Parce que moi, j'ai fait une vidéo, par exemple, avec Thibaut InShape à l'époque. On était à Marseille. Mais non, Ouais, je te sérieux jure, ouais, je te jure, on était à Marseille. Alors, en fait, moi, je suis pas passé à la caméra, mais je l'ai aidé à filmer. C'est un peu parce qu'il avait besoin, il arrive à Marseille, il a oublié ses caméras et tout, il m'appelle, j'étais le seul Marseillais qu'il connaissait, tu sais. Il me dit Axel et tout. J'étais avec Pikachu, un autre youtubeur, et on s'est ramené, on l'a filmé, on l'a aidé. Et le gars, il sort à peine de là,
mais c'est affolant comme il se fait harceler. Ah, c'est vrai Non, mais lui, c'est la méga star. Mais mec, il a Ouais. 20 millions d'abonnés, mais en fait, il sort les gens de loin, c'est-à-dire à quoi? À 300 mètres, mais vraiment 400 mètres, mais vraiment de oh, Thibaut. Et les gens, C'est Michael Jackson. il peut pas marcher. Ouais, Non, mais complètement. vraiment, Ouais. il ne peut pas marcher tranquillement. C'est pas un truc que je souhaite. Honnêtement, Ok, c'est t'as pas un pas truc envie que je d'avoir souhaite. ça. Non, c'est pas un truc que je souhaite. Aujourd'hui, c'est très bien. C'est-à-dire, on m'arrête dans la rue de temps en temps à Paris, dans des cafés, on vient me voir, on me dit merci pour ce que tu fais. Ouais. C'est toujours Tu vas en bienveillant. vivre tranquille, Voilà. mais sans avoir les inconvénients Ouais. d'être la méga star Ouais. derrière. Moi, honnêtement, je serais comme Thibaut, je partirais, je pense. Parce que ça serait très difficile, je pense, dans un pays non francophone. Ouais. Parce que ce serait très difficile, je pense, à vivre. Franchement, il faut être costaud. Ouais, j'avoue. Parce que tu es avec ta femme tranquillement, avec ta famille, je sais pas, avec tes enfants, n'importe Il y quoi. a Et des puis, gens qui arrivent par la fenêtre. t'as la queue. Non, t'as des gens qui font la queue pour venir dans un café alors que t'es tranquille, qui font la queue pour venir te voir. C'est génial. C'est Non, pas mais agréable. Ouais. c'est génial, je veux dire. T'as envie d'être tranquille à un moment donné, quoi. Voilà, c'est génial, je veux dire, parce que c'est magnifique ce que tu fais, t'apprécier. Mais malheureusement, ça devient aussi, je pense, quand les gens ils attendent devant chez toi, tu vois, des trucs comme ça. Donc moi, c'est très très bien. J'ai eu des super anecdotes, des personnes, par exemple, quelqu'un qui était en costard, j'arrive dans un resto, le mec il est en train de manger tranquille, et puis d'un coup, il penche il me voit, il penche sa chaise comme ça, il me fait « Eh mec, j'adore ton travail ». Et hop, il se Génial. remet à bouffer comme ça. C'est des trucs improbables, quoi. Donc, C'est vrai que la communauté gaming, moi je trouve, Ouais, ils sont bienveillants. ouais, Les gens sont toujours sympas. ouais. Alors, Pourquoi? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup maintenant quand même de critiques faciles, de guerres, notamment toi t'aimes Sony, toi t'aimes Ouais, mais pas en direct. Microsoft. Quand tu les croises, les gens. Non, ils te quand tu les disent pas croises. ça. Non, non. Tu parles de Twitter. Oui. Ah oui, non, mais alors ça, c'est un autre truc à part. Mais je parle quand tu croises les gens. Ah non, ils sont adorables. Moi, plusieurs fois, j'ai croisé des téléspectateurs et tout ça. Ouais. Et ben, je trouve qu'ils sont adorables. Ils sont adorables. Franchement, gentils. comme À toi. la limite, ceux qui t'aiment pas, ils viennent pas te voir, à la limite, je pense. Ça m'est arrivé une fois ou deux, j'ai eu des gens qui m'ont dit j'aime pas ce que tu fais, mais t'es sympa. Bon, Ouais, c'est bon, quand même un tu vois, compliment. c'est quand même un On va compliment. prendre le compliment. On va venir sur ta ligne éditoriale. Ouais. Là, tout ce que tu fais, c'est du rétro gaming. Ouais. L'histoire des jeux vidéo. Moi, j'adore tes vidéos. Pour la petite Merci. anecdote, à Game One, les techniciens, quand il y avait la pause déj, ils mangeaient devant Non. tes vidéos. Merci Tu beaucoup. savais pas. Non, ça me fait plaisir. Franchement, je suis content. Ils adoraient. Ça me touche. Pour toi, le rétro gaming, c'est quoi? Écoute, le rétro gaming, franchement, c'est des souvenirs incroyables. C'est un partage, c'est de la nostalgie. C'est vrai, faut le dire. C'est avant tout l'histoire ou les souvenirs? Parce que c'est deux façons de voir les choses différentes. Soit c'est les consoles que tu as eues quand tu étais jeune, que tu as envie de redécouvrir, Ouais. ou c'est l'histoire des jeux vidéo que tu n'as pas connu parce que tu n'étais pas encore né et que tu veux découvrir. C'est quoi? Il y a des deux. Franchement, il y a un mix des deux. Je vais être honnête avec toi. Je pense que moi, comme je te dis, ça fait 11 ans que je suis sur YouTube et donc j'ai beaucoup travaillé sur mes vidéos. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert aussi sur le tard. J'étais pas né, par exemple, pour certains jeunesses et tout ça. Donc, je vais pas faire mon connaisseur, mais je suis obligé d'étudier la situation et la chose pour pouvoir en parler derrière. Et donc, je deviens quelque part, enfin, je m'y connais mieux quelque part après sur ce que j'étudie, tu vois, c'est comme tout. Et pour moi, c'est un mix entre des souvenirs qu'on a envie de faire partager, des choses qu'on a vécues. Moi, j'ai très très bien vécu la période Super Nintendo, Nintendo 64 qu'on avait dans ma famille. Ah ouais. Donc, aujourd'hui, j'ai 34 ans, c'est pas vieux non plus, mais tu vois, j'ai des jeunes qui viennent me voir en convention qui me disent « Monsieur », et ça me fait mal. Ah merde. Ça me fait mal, parce Mais qu'en fait, non. je suis rétro maintenant, finalement, sur YouTube. Mais non. Mais vraiment, en fait, avec 10 ans de YouTube, en parlant de Super Nintendo, bah, tu es rétro. Voilà, Mais oui, de c'est choses vrai. que tu as connues. C'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est même pas s'ils ont même pas connu la PS2, certains, tu vois. Ouais, ouais. Donc, moi, c'est des périodes que j'ai vraiment connues et j'ai envie de retransmettre ça justement à mon public, de leur dévoiler vraiment ces petites anecdotes, ces petites choses qu'on voyait dans les consoles plus sur les côtés. Tu sais, il y avait des bandes rouges, des petites anecdotes comme ça qu'on lisait pas trop, mais moi, j'adorais ça. Et voilà, donc il y a ce partage. C'est un partage, finalement, pour moi, le jeu vidéo. C'est le produit culturel numéro 1 dans le monde aujourd'hui. Les gens ont tendance peut-être à l'oublier. Et donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que les clair. gens sont friands du jeu vidéo. Voilà, Surtout tu en le France, sais. hein. En France, Plus de 50% de la population joue aux jeux vidéo. c'est énorme. Donc, c'est-à-dire, si on avait un parti politique, là, on pourrait voter le budget. Lançons On aurait le la parti majorité, JV. nous. On aurait la majorité. Il n'y aurait pas tout le bordel qu'on a en France. En ce Jeux moment. vidéo dans les restos, jeux vidéo Allez hop, direct. partout, dans les écoles. Du coup, moi, je te pose la question par rapport aux jeux vidéo. Je vois beaucoup sur Twitter. Ouais. Tu dis, ah, il y a telle boutique qui va fermer, telle boutique de jeux vidéo. Je vois que tu es très attaché au physique. Ouais, Et pourtant, la tendance, c'est pas le physique. pas du tout. C'est le dématérialisé. Pourquoi tu veux pas passer au monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un vieux. Non, mais Non, en plus, c'est ta génération. je sais. 35 ans, normalement, bon, bah, t'as connu l'iPhone. Sur l'iPhone, on n'a acheté aucun jeu Ah. avec une version boîte. On a tout téléchargé en dématérialisé. C'est une très bonne question que tu poses. En fait, si tu veux, je suis pas anti-démat, pour être honnête avec toi.
Je pense qu'il y a le bon et le mauvais dématérialisé. Le bon dématérialisé, c'est quoi? C'est GOG. C'est le dématérialisé sans DRM. C'est celui qui te permet vraiment d'avoir ton jeu, de pouvoir Alors, le mettre on dans une explique clé le USB. DRM, c'est que En- il est verrouillé. Voilà, c'est le jeu. verrouillé, c'est protégé. Par exemple, sur Steam, t'as les DRM, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas prendre ton jeu, le mettre dans une clé USB. Il t'appartient vraiment. Il t'appartient pas vraiment. Il est dans ta C'est une bibliothèque. sorte de location. Je sais pas si c'est une location, tu vois, mais Une t'es toujours. location de licence. Ouais, t'es dépendant, t'es vraiment dépendant. Demain, ça s'est passé sur The Crew par exemple. Bon, après, ça, c'est encore une autre histoire parce que c'était les serveurs. Remarque, c'est pas un très bon exemple. Mais t'as des jeux qui ont disparu du jour au lendemain, qui disparaissent de ta bibliothèque Steam, et t'es un peu dépendant de ça. Alors que quand t'as pas de DRM, par exemple sur GOG, qui est un rival de Steam, lui, il va vraiment te labelliser le truc. Tu vas pouvoir prendre le jeu, le conserver. Et ça, c'est important, cette notion de conservation et de préservation. Pourquoi je me bats pour le physique aujourd'hui? C'est parce qu'il y a énormément de jeux qui ont disparu de la surface de la Terre et qui ne se retrouvent plus aujourd'hui parce que les licences ont expiré. Et donc, en démat, tu peux plus les télécharger. Un exemple, je le prends toujours, mais il est excellent ce jeu, c'est Spec Ops The Line, qui est un super titre qui est sorti sur PS3 et 360, qui est incroyable et qui a disparu du jour au lendemain des plateformes dématérialisées, expiration de licence, etc. Et on peut que l'avoir en physique et on peut que y jouer en physique. Et c'est un jeu solo, donc c'est embêtant. On perd du patrimoine, de la culture. À côté de ça, tu as des magasins de jeux qui ferment. Plus il y aura de démat, moins il y aura de magasins de jeux vidéo, Complètement. forcément. Bon, Bah, maintenant, c'est des goodies. Ils vendent plus des goodies que des jeux vidéo. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce qui les fait survivre, mais c'est quand même assez triste. Et donc voilà, moi, il y a cette notion vraiment de disposer aussi du bien comme tu le souhaites. Par exemple, j'ai un jeu en physique, je peux aller le revendre. Ouais, c'est sûr. En Que tu peux dématérialisé. pas revendre ton jeu Steam. Exactement. Et souvent, ce qui est fou, c'est que tu verras, enfin, tu le sais, mais dans les sorties de jeux, c'est souvent moins cher en physique. Je sais pas, quand tu vas dans certains commerces ou même dans des magasins de jeux indépendants, c'est moins cher de 10 euros, voire 20 euros en physique qu'en démat, Alors sur le oui, store. Alors ça, c'est une particularité française. C'est français. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Je sais. C'est le même prix. Mais en France, ils peuvent fixer le prix qu'ils veulent, notamment les Carrefour, les Leclerc, Ouais. pour avoir une offre agressive, pour séduire la maman qui va venir avec ses gosses. Comme Exactement. ça, après, derrière, ils vont faire les courses chez Carrefour. Mais c'est fou. Donc ça veut dire qu'un produit que tu as dans les mains, qui t'appartient, on va dire entre guillemets, que tu peux Oui. revendre, Il n'a pas le même il n'a prix. pas le même prix que sur le store. Alors que normalement, la version physique devrait être plus chère. Parce Normalement. Que t'as la boîte, la notice et tout ça. Tu vois. On est d'accord. Le support. On est d'accord. Alors, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. La tendance n'est pas aux jeux vidéo en physique, malheureusement. Même si en France, on est des petits Gaulois résistants en mode Astérix, tu vois. On est vraiment le Ouais. petit village qui résiste à l'envahisseur, entre guillemets. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est vraiment le dématérialisé qui a pris une place prépondérante. Mais c'est triste, parce qu'on perd en liberté, finalement, en tant que consommateur. Et moi, je me bats pour le consommateur. Mais tu toi, vois. tu télécharges quand même des jeux. Franchement, très peu. Ah non, vraiment, Ah ouais. moi, c'est Non, tout en t'as physique. vraiment, Ah non, moi, c'est vraiment, vraiment 95% de mes jeux, c'est physique. Les 5% restants, c'est les petits indépendants qui peuvent pas sortir. Tu vois, je parlais du bon démat. Bah, tu as des développeurs indépendants, ils peuvent pas sortir leur jeu en physique. Ils ont Oui. pas d'éditeur. Et donc, eux, tu vas télécharger le jeu. C'est normal. Il faut bien que. Pour eux, c'est génial. Ils peuvent Mais proposer leur jeu à tout le monde. Justement, les boutiques de jeux vidéo. Ouais. Pour toi, tu vois ça comment dans 5-10 ans? Est-ce qu'il y aura encore des boutiques de jeux vidéo? Je l'espère. Je le souhaite de tout cœur. Franchement. C'est fou parce que moi je fais beaucoup le tour des magasins indépendants de jeux et il y en a beaucoup pour qui ça marche encore C'est quand même vrai, pas ça mal. marche, Ouais, pour ouais. qui ça marche. Alors je dis pas que c'est facile, C'est dur, hein, mais quand même, hein. c'est difficile. Je pense que la tendance, malheureusement, dans 5-10 ans, ça va être complexe. Il va falloir se battre, s'accrocher. On voit beaucoup de magasins qui ferment aujourd'hui et ça me fait beaucoup de peine. Moi, j'essaie de les soutenir à fond. Il faut vraiment soutenir ces magasins de jeux indépendants si vous avez la possibilité de le faire. Et puis, tu as même Micromania qui s'est mis à faire du rétro. Rétromania, depuis quoi, une semaine, même Tout pas à fait, ouais. Donc, Alors, il faisait du rétro avant, quand même. il y a- Moi, j'ai toujours acheté des jeux d'occasion chez Micromania. Ouais, mais je parle vraiment du rétro là. Je parle vraiment PS2, PS1, Oui, avant, c'était des jeux un peu récents. on va dire. 360, Il y avait PS3. deux générations d'écart Voilà. et tout ça. Là, ils font le vrai rétro. Exactement. Ils ont raison parce qu'au final, il y a un vrai marché et qu'il y a des jeux qui prennent beaucoup de valeur. Ça, c'est Comment vrai. tu vois ça? Comment t'expliques la prise de valeur de certains jeux et certaines consoles? Pour moi, c'est trop. Je te le dis déjà d'entrée, pour moi, c'est Pourquoi trop cher aujourd'hui. C'est l'offre et la demande, tout simplement. En fait, par exemple, un Pokémon en boîte. Tout le monde veut un Pokémon bleu, rouge de l'époque ou un jaune de l'époque en boîte avec la boîte cartonnée aujourd'hui. Tu as énormément de gens qui collectionnent du Pokémon. Mais forcément, avoir la boîte d'époque d'il y a 25 ans, 30 ans, ça se fait de plus en plus rare. On jetait tous nos boîtes en carton. Moi, ma mère, elle me disait les boîtes en carton, on s'en fout, ça prend de la oui, place. bah oui. Et on était un peu, voilà, on n'était pas du tout, on pensait qu'il y avait que la cartouche qui était le plus important. Donc en fait, aujourd'hui, trouver ça en complet, forcément. Ça coûte combien maintenant? Oh là là, un Pokémon rouge en boîte, ça peut coûter 150 € facile 150 aujourd'hui, €. voire peut-être 200 selon l'état. Hein. 150 Ouais, ouais, et si tu le fais grader, alors là, on part sur des prix gradés, ça veut dire qu'en fait, on l'envoie dans un truc qui lui met une note et qui le met sous plexi.
Tu sais, maintenant, les gens, ils font ça, tu vois. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Tu as des jeux, par contre, qui vont rien coûter. Les FIFA, les jeux de sport, ça va coûter 2 euros, 3 euros. Oui, parce que tout le monde s'en fout. Tout le On monde a s'en acheté fout. la version d'après, après, on la Exactement. revendait le plus vite. Et ça coûtera toujours 2 euros. Ça doit pas coûter plus, tu vois. Ça nous sert limite à remplacer les boîtes, nos vieilles boîtes pour certains jeux. Les GTA, bon, bah, les trucs comme ça coûte 10 balles, tu vois. C'est pas non plus des prix qui sont exorbitants sur PS2 ou 15 balles maximum, tu vois. Donc, on va dire que sur certains produits, sur bon nombre de produits et de consoles, on va dire que c'est vraiment l'offre et la demande. Typiquement sur GameCube, moi qui suis un gros fan de cette console, c'est ma console de cœur, il y a beaucoup de prix aujourd'hui qui vraiment ont explosé parce que la GameCube, c'est une console qui n'a pas beaucoup marché. Elle s'est vendue qu'à 20 millions d'exemplaires. On croit que c'est énorme, mais c'est vraiment peu. C'est presque... Je ne vais pas dire autant que la Wii U, mais c'est à peine 7 millions d'exemplaires de plus que la Wii U à 8 millions d'exemplaires. On croit que la GameCube, voilà. Et donc, en conséquence, il y avait moins de disponibilité, mais les gens, ils veulent la collectionner, puisque les mecs comme moi aujourd'hui, on a fait le full set, c'est-à-dire que tu as pris tous les jeux. Tu as tous les jeux qui sont sortis sur la GameCube de l'histoire. En France, tous les jeux français, il y en a 456 estimés à peu près. Et moi, j'ai commencé il y a 10 ans, donc ça valait pas cher. J'allais dans les brocantes, j'en trouvais des piles. 1 euro le jeu. Ouais, mais pourquoi ça coûte plus cher maintenant ? Ça coûte plus cher parce que justement, il y a si tu veux, il y a cette demande qui a explosé entre-temps. C'est-à-dire que par exemple, sur les 10 années, je pense que les gens, ils nous ont vu collectionner. Je pense que les gens, ils ont eu aussi, tu vois, un salaire. C'est-à-dire que nous, moi, à l'époque de la GameCube, j'étais un gamin. J'avais pas de thunes. Donc mon père, il me disait, je t'achète un jeu, mais je restais 2 mois avec le même jeu. Alors justement, c'est la rareté ou c'est le générationnel ? Ça coûte plus cher maintenant parce que du coup, tout le monde a collectionné, il en reste plus beaucoup. Et du coup, les seules versions qui restent, c'est plus rare. Ou c'est générationnel, et c'est-à-dire on va vivre toutes les consoles au fur et à mesure. On va dire, là, la GameCube, elle coûtait pas cher quand tu as commencé à la collectionner. Aujourd'hui, ça coûte cher parce qu'il y a des gens qui maintenant ont un boulot, un salaire, et qu'ils ont les moyens de se le payer. Du coup, ça fait une inflation des prix. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Là, c'est-à-dire que la Wii U, là, dans quelques années, la Wii U, ça va prendre une valeur incroyable. Il y a déjà des jeux sur Wii U qui valent très cher. Il y a un jeu, il vaut 1000 balles. Enfin, entre 800 et 1000 balles. C'est un jeu de chasse pourri. 1000 balles. Ouais, c'est un jeu de chasse pourri qui s'appelle Cabela, qui est introuvable en version française. Moi, je la cherche comme un fou. Il me reste 5 jeux à avoir sur Wii U pour finir le full set aussi. Tu vois, je l'ai terminé. Mais il y a des jeux qui commencent à vraiment monter de prix parce qu'elle n'a pas du tout marché. Mais c'est Nintendo. Donc c'est Madeleine de Proust, tu vois, tout ce qui est Nintendo, etc. Les gens, ils veulent collectionner du Nintendo. Il y a une histoire, il y a une espèce d'âme un peu spéciale à Nintendo, je pense, en tout cas de cette époque-là. Et voilà, donc c'est l'offre et la demande. Il y a des jeux sur GameCube qui sont introuvables aujourd'hui, qui l'étaient un peu il y a 10 ans, mais qui valaient déjà cher. Je prends un exemple, moi, c'est le Tortue Ninja Battle Nexus 2. C'est un jeu très peu édité par Konami. Vraiment en version française, pour le trouver, c'est extrêmement compliqué. C'est du français hollandais, enfin voilà. Ce jeu-là, je l'ai payé 190 € il y a 9 ans. Il vaut combien ? Et les gens m'ont dit, t'es complètement timbré de faire ça. Aujourd'hui, il a plus de 1000 €. C'est pas vrai. Ouais, vraiment. Je rigole pas. Le jeu que tu as payé le plus cher, toute console. C'est combien ? C'est une bonne question, ça. Le jeu ou la console ? Le jeu. Le jeu et après la console. Franchement, je pense que c'est le Bob l'éponge sur Wii U. Non. C'est un Bob l'éponge, je crois que c'était Plankton Robotique Plankton, enfin le nom c'est un truc. Et je l'ai payé 200 balles. Il y a peut-être 5 ans de ça. Ou 6 ans de ça. Combien maintenant ça ? Maintenant, ça doit valoir dans les 600, 700. Arrête, je sais pas, 500, 600. Ouais, un Bob l'éponge. Parce que Nickelodeon, ça faisait partie de Paramount. Ouais, je pense que c'est dans ces 700 balles. Ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Un jeu pourri comme ça ? Ouais, un jeu. En plus, on l'a fait en live, il est vraiment à chier. Mais c'est vraiment un jeu qui est très difficile à trouver en français aujourd'hui. Alors peut-être c'est un petit peu moins, je sais pas exactement la tendance, mais je l'ai payé cher à l'époque parce que déjà c'était pas si cher par rapport au prix du marché, ça commençait à monter, etc. Donc tu vois, la Wii U, comme quoi, ça y va. Après, est-ce que sur GameCube... La console la plus chère. Sur GameCube, t'allais dire sur GameCube. Non, sur GameCube, si tu veux, je pense que vraiment le maximum que j'ai mis, c'était effectivement ce Tortue Ninja à 190 €. Vraiment, c'était le maximum. Du coup, c'était un bon investissement parce que après, avec le temps, ça va forcément augmenter. Exactement. Mais les gens à l'époque m'ont dit, t'es un taré. C'est-à-dire à l'époque, ils m'ont dit, t'es fou de faire ça. Jamais de la vie. Je leur dis, les gars, je vous assure, je le vois jamais. Je vais me lâcher. C'est pas grave. Au pire, s'il baisse de prix, baisse de prix. Mais moi, tu vois, ça m'enchante pas que les prix soient si hauts. C'est-à-dire, moi, je ne le vois pas comme un produit d'investissement en mode super, j'ai acheté ce jeu-là, il vaut 10 fois plus aujourd'hui, je vais revendre ma collection. Moi, mon but, c'est de transmettre cette collection, c'est de ne jamais la vendre. Si je la vends, c'est parce que vraiment, je peux plus vivre. Ou alors, tu vois, ou demain, j'ai plus de quoi manger, des pâtes, même des pâtes, je peux plus. Demain, je suis à la rue. Le but, c'est pas vraiment de faire une plus-value, on va dire. Je revends rien. Moi, je ne revends rien. Ça m'est arrivé peut-être dans ma jeunesse. Attends, si on te dit le full set, là, il vaut 2 millions d'euros, tu le vends pas ? Non, vraiment. Non,
Non, Sérieux? vraiment. Ah non, c'est le cœur, vraiment. Mais je te le vends direct. Ah ben oui, Je mais parce que réfléchis t'as même pas pas. la même peut-être. Et j'adorais la GameCube. Hein. Ouais, mais tu vois, je dois beaucoup à cette collection parce qu'aujourd'hui, si je suis sur YouTube, c'est parce que les gens m'ont suivi pour la C'est vrai. collection et donc ça va beaucoup plus loin pour moi que le Spectre, simplement le Prisme. Voilà. Après, tu me dis 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros un full set. Ah, tu commences à réfléchir. Non, mais PS2. Non, mais tu vois, j'ai moins d'attache pour certaines autres consoles. Mais la GameCube, typiquement, c'est un truc que je veux transmettre pour mes parents, enfin pour mes enfants, etc. Tu vois, enfin c'est vraiment un truc que je veux leur donner. Après, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais derrière, moi, c'est pas du tout. Moi, je serais même pour que le jeu vidéo rétro ne coûte pas cher. Vraiment, pour que D'accord. tous les jeux vaillent 10 balles, 5 balles. Tu me dis ça demain, il y a un effondrement, je suis plus heureux. Vraiment. Et du coup, la console la plus chère. C'est la Neo Geo aujourd'hui, c'est du Neo Geo, je pense. l'as acheté Neo Geo AGS. Non, non. Moi, tu veux dire que j'ai dans ma collection? Que t'as acheté. Oh purée, très bonne question. Ouh là là, il y a des packs. T'as pas trouvé la Panasonic GameCube? Si, la Panasonic Q, mais alors figure-toi que c'est un truc de fou. C'est un abonné qui me l'a trouvé à l'époque en brocante à 40 euros. 40 €? Ouais, 40 euros. J'étais Mais à ça Lyon vaut- d'ailleurs il y a 8 ans. Mais ça valait super cher. Ben, en fait, elle était en panne. Elle était en panne, mais 40 euros. Du coup, il m'a dit tu la veux. Je dis bah bien évidemment. Il me l'a prise, il me l'a envoyée, on l'a déballée en live. Donc ce live existe encore sur YouTube, Énorme. si jamais. Et moi, je me suis affolé quoi. J'ai dit mais il m'a envoyé une Panasonic Q et on l'a fait réparer. Aujourd'hui, elle fonctionne nickel, mais c'est une console qui m'a coûté rien du tout. En fait, moi, mes jeux et mes consoles ne m'ont pas coûté cher. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je suis pas. Ça me coûte plus cher les boîtes mystères que je fais sur YouTube aujourd'hui, 500, 1000 euros, etc., que vraiment Ouais. des jeux en particulier. Tu déniches des pépites Ouais, et c'est des ça. bonnes affaires. Et j'ai fait beaucoup de brocantes. Moi, j'ai beaucoup trouvé ma collection il y a quoi? Il y a 7, 8 ans, 10 ans en brocante avec mes abonnés. Ça valait pas ce prix-là. Donc, moi, si tu veux, la majorité de ma collecte, je l'ai fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça m'a jamais coûté trop cher. Aujourd'hui, typiquement, je te donne un exemple. La plus belle pièce que j'ai dans ma collecte, c'est une GameCube IBM. Elle est gravée IBM dessus. J'ai un abonné, il m'appelle, enfin il m'écrit, il me dit Axel, j'ai trouvé une GameCube bizarre, je sais pas si c'est un sticker ou si c'est gravé sur la console, 30 euros sur le bon coin, est-ce que tu la veux? Je lui dis bah vas-y, envoie-la moi. Je lui Énorme. file la thune direct comme ça. Et je gratte, je reçois la truc, je gratte. Je lui dis attends, c'est pas normal ça, c'est gravé dans la console. Pourquoi il y a un mec qui va graver IBM? Qui a fait ça? J'apprends, histoire de fou, que. Alors, je fais mes petites recherches, je regarde sur les forums, aucune information. Je dis mais c'est quoi ce truc? Il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. Il s'avère que mon voisin d'époque de Marseille a travaillé chez IBM. Alors, je ne sais même pas s'il y est encore ou s'il est revenu ou pas. Je lui dis, écoute, si tu as des informations sur cette console, je t'envoie la photo, s'il te plaît, Ludo, je te fais un coucou. S'il te plaît, si tu as des infos, si tu as des gens qui connaissent, si tu as des gens qui ont bossé dessus ou quoi chez IBM, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Il revient vers moi quelques semaines après, il me dit, Axel, j'ai les infos. Incroyable. Il me dit bah, en fait, c'est les gens qui ont bossé sur le processeur de la GameCube. En fait, la GameCube, elle a un processeur IBM à l'intérieur, si tu veux. Et c'est les gens qui ont bossé sur le processeur de la GameCube qui se sont vus offrir cette GameCube gravée IBM par Nintendo. Il y en a 500 dans le monde. Oh, Voilà. magnifique. Il y en a 500 dans le monde, estimé, entre 250 Ça et vaut 500. super cher ça maintenant. Et donc, c'est ma pièce de ma collection aujourd'hui, la plus rare, la plus chère. Je peux même pas te donner un tarif, on m'a proposé des prix. Plus de 5 000 euros. Hein, on Oh m'a là proposé. là, Mais, ça, j'adore. mais voilà, mais ça, c'est un truc que je garderai toute ma vie parce que c'est exceptionnel. Oui, C'est on une a- pièce on a extraordinaire. compris, la GameCube, c'est un truc, on touche pas. Ah, là, c'est. Voilà, on touche pas, mais en plus, cette pièce-là, c'est vraiment une pièce extraordinaire que je prêterai d'ailleurs en musée. Enfin, voilà, on va faire plein de choses avec, quoi. Donc, c'est. Et au niveau de tes vidéos, comment tu puises ton inspiration? Comment tu te dis, Wow. bah tiens, je vais faire telle vidéo cette semaine Ça, comment c'est ça se passe? C'est une très bonne question. Écoute, franchement, je fais déjà les choses qui me plaisent énormément. C'est-à-dire, tu vois, là, par exemple, j'ai une vidéo qui va sortir, ça va être des jeux vidéo qui sont intemporels, qui sont toujours aussi beaux des années après. Je prends les Batman Arkham. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore. Comment dire? C'est vraiment des choses qui me parlent intérieurement. Et puis, des fois, tu vois, tu as des idées. Des fois, je vais feuilleter un magazine, je me dis, oh, je prends un post-it et je note comme ça, tu vois, tac, je prends mes petites notes iPhone et je note, tu vois, comme ça, je dis, ah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et après, je regroupe ces informations-là et je me dis, ok, là, il y a moyen de faire une vidéo derrière. Je vais parler aussi par exemple, de licences qui ont disparu. Moi, j'adore l'histoire des licences déchues. Typiquement, Jak and Daxter, les Sly Cooper, Sly Raccoon, Ouais, tu sais, c'était tous bon, ces ces trucs-là, jeux-là. c'était génial. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça a disparu de la circulation. Les Tony Hawk Pro Skater, on n'en a plus vu depuis combien d'années, tu vois. Si, ils ont essayé de relancer. mais c'est Ouais, vrai il y que a ça eu. marche Alors pas là, très bien. oui, je dis ça, mais remarque, il y a eu Avec les 3 les plus remakes 4 et il y a eu et les 1 plus 2. C'est vrai que là, c'était peut-être pas le bon exemple, mais il y a eu une chute, quoi, à un moment donné, de Tony Hawk, tu vois. Je sais pas, tu sais, je sais pas, Infamous, cette licence, Ah, peut-être que tu as dû j'adorais connaître, qui était Infamous. géniale. Ouais, Tu vois, et on en a parlé dernièrement. J'adore ces histoires-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu vois.
Et aussi, on va aussi parler un peu d'actualité, typiquement sur ce qui se passe en ce moment dans le monde du jeu vidéo. Tu vois, on parlait de Retromania, mais on a fait une vidéo sur le sujet. Là, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Battlefield, parce qu'il y a eu Battlefield 6 qui est sorti. Donc, je me suis dit, c'est super intéressant de comprendre d'où ça vient et que ça revient de loin, puisque Ouais. Battlefield. Donc à chaque fois, c'est en fonction de l'actualité Ouais. ou en fonction de ce qui t'intéresse. Ouais, Si t'as envie exactement. de creuser un sujet. Exactement. Et puis, tu sais, ma chaîne, c'est un peu, je vais pas dire un fourre-tout, mais je me suis jamais donné comment dire, de contraintes de sujet. Mon but, c'était d'être le plus ouvert possible. Je peux te faire 5 secrets sur la Nintendo Switch 2, comme je peux te faire 10 jeux GameCube horribles, comme je peux te faire, tu vois, comme je peux aller demain faire une enquête jeux vidéo sur Driver 3 à l'époque et la corruption de la presse anglaise. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Et la presse anglaise avait surnoté le jeu pour que il ait des meilleures notes que GTA. San Andreas à l'époque, il sortait un peu avant, tu vois. Que des trucs comme ça. Donc voilà, mon objectif, c'est d'aller creuser, rechercher, et je fais les trucs qui m'intéressent. Ton jeu préféré de tous les temps? Conker's Bad Fur Day. Celui sur lequel tu as passé le plus de temps? Waouh. Ah là, ça c'est difficile. Je pense que ce serait Halo. C'est peut-être Halo 3 ou Halo 4. Halo 3, je pense. J'ai passé, c'était vraiment des jours de jeu entiers. C'était comptabilisé en jours de jeu tellement sur ma Xbox. Et j'ai même fait les premières étapes, les premières phases des tournois Bungie à l'époque sur Halo 3. Parce qu'après Halo 4, c'était 343 Industries. Et j'étais très très chaud. Mais j'avais j'avais une ADSL pourrie chez moi, mais vraiment pourrie. Sauf que je jouais contre des Américains qui avaient une connexion de malade. Et je me prenais des balles perdues, je sais pas d'où. Et donc j'ai pas passé les premiers tours. Mais quand même, j'étais qualifié au départ. Donc c'était. Voilà. Et puis il y a aussi Football Manager. Football Manager. Ouais, Écoute, Football Manager, c'est le jeu que je prends sur une île déserte, quoi. Attends, mais c'est vraiment. L'espace-temps, il y a un espace-temps qui se crée. L'heure ne passe plus. Tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus t'arrêter. C'est-à-dire, il y a les regen. Derrière, tu peux faire 15 saisons. Toi qui aimes le PSG. Bon, voilà. Oui. Tu peux faire 15 saisons, 20 saisons, 30 saisons au PSG. Tu dis Julien Telouk au Paris Saint-Germain. Moi, je me suis fait virer du PSG. C'est vrai? Ouais. Je suis allé à Créteil au final. Non, vraiment? Ouais, vraiment. L'US Créteil repris par Xavier Niel. Mais ouais, carrément. Et là, j'ai une question pour toi. Il y a plein de jeunes qui regardent YouTube, qui rêvent de devenir youtubeur. C'est quoi les conseils que tu leur donnes pour réussir sur YouTube? Déjà, la première des choses que je leur dis, c'est continuez vos études. Parce que ça peut pas. Tu leur dis ça, toi? Ouais. Au final, les études, elles t'ont servi à rien. Ouais, mais elles m'ont servi après parce que tu sais, bon, j'ai quand même fait un master. Finalement, ça s'était beaucoup mieux passé dans mon école de commerce et j'ai validé quand même un double diplôme, un double master en marketing international. Et j'ai validé ça à Londres. J'étais à Londres, moi, en fait, sur ma dernière année d'études. Et j'ai un double diplôme Marseille-Londres, si tu veux. Et donc, ça m'a énormément servi parce que. En école de commerce, j'ai fait beaucoup de réunions, de fausses réunions, tu sais, de trucs présentiels, d'oraux. Et donc, ça te sert énormément dans ton quotidien, dans tes recherches, ta façon de travailler, les vidéos, etc. Ça, c'est un premier point. Parce que demain, ça s'arrête, moi. J'ai mes diplômes. Ouais, aussi. Tu peux trouver un vrai travail. Je trouve. Créateur de contenu, c'est un vrai travail, mais un travail classique. Voilà, un travail, on va dire, un peu plus conventionnel. Ouais. Effectivement, je peux retomber sur mes pattes. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, si vous vous lancez, faites-le en parallèle, c'est votre passion. Il faut être vraiment passionné, voilà, etc. Qui a un filet de secours. Qui a un filet de secours. Après, je le dis toujours aussi, c'est un peu comme les joueurs de foot. Franchement, les artistes, moi, je mets un peu dans le même lot. Il y a un petit facteur chance qu'on ne peut pas estimer. On est là au bon moment, au bon endroit, le bon sujet. C'est sûr qu'il y a vraiment la chance. Je pense qu'il y a la chance, tu la provoques pas au final. Si, tu la provoques, mais il faut persévérer. C'est-à-dire, effectivement, il faut persévérer. Mais il y a un moment donné où, par exemple, tu vas avoir une vidéo qui va tomber au bon moment, au bon endroit. C'est le bon sujet, ça va exploser. Ça, tu peux pas le prévoir. Et tu peux pas trop le prévoir. Et c'est pour ça que, en fait, la première des choses que je leur dis, c'est soyez passionnés, faites ça sans vous dire que ça va être votre métier. Déjà, il faut le faire au départ par passion, kiffer, tout simplement kiffer. Continuer à faire ses études à côté, à faire son taf à côté, mais kiffer, essayer d'embarquer les gens avec soi. Et puis, quand les gens ils vont voir que tu kiffes, que tu persévères, que tu fais une vidéo par semaine, 2 par semaine, 3 par semaine, et que les sujets sont impactants, peut-être qu'ils vont être là, ils vont rester, peut-être que ça sera ton job. Et après, il y a plein de facteurs. Je pense que malheureusement, il y a un facteur un peu personnalité. Ça, on peut pas. Tu as des personnalités qui sont faites pour ça, et d'autres peut-être. On dit les termes, peut-être un peu moins, d'autres qui vont travailler leur personnalité, qu'au départ n'étaient pas fait pour ça, et qui finalement, en travaillant, ça va devenir le cas, et en ne rien lâchant. Et après, il y a une vidéo qui va faire le buzz ou qui va marcher, et puis c'est là que ça va se dégoupiller. Moi, typiquement, j'étais à 15-20 000 abonnés, ça bougeait pas trop, et j'ai une vidéo qui a fait le buzz, c'était 5 secrets cachés sur la PS2. Elle a fait 200 000 vues. À l'époque sur YouTube, c'est là que ça a décollé. Je vois que j'ai pris 10 000 abonnés d'un coup, 20 000 abonnés d'un coup, je passe de 20 000 abonnés à 40 000. Et là, tu vois, la machine, elle était lancée. Je me suis dit, je vais m'appuyer sur ça. Je vais faire 5 secrets sur la PS1.
tac, tac, Ouais. tac. Et là, tu vois, Tu as trouvé la Voilà. recette dans le bon moment, la bonne Ouais, temporalité. mais j'étais là au bon moment. C'est-à-dire, j'étais là en 2014, t'imagines. Il y a 10 ans sur YouTube, il y avait tout à faire. Il y Ouais, avait c'est encore vrai. tout à faire. Aujourd'hui, sur Du YouTube, coup, en il y a déjà 2024, beaucoup de choses là maintenant. c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et en plus, il y a les contenus courts aujourd'hui qui commencent à cartonner. J'aurais même tendance à dire aux gens, aux jeunes de maintenant, lancez-vous dans les contenus courts. Pour Ah ouais. vraiment. Ben, Quand tu dis contenu court, c'est les formats verticaux. ouais, les formats TikTok, etc. Parce que je pense que c'est aujourd'hui ces formats-là qui font plus percer que les vieux formats YouTube. Alors, par contre, si on fait du YouTube aujourd'hui, il faut faire un truc quali. Pour moi, il faut faire un truc vraiment quali si on veut vraiment se démarquer aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de disponibilité, tellement de vidéos que voilà. Donc, il faut être là au bon moment, au bon endroit, la bonne personnalité, le bon mood, rien lâcher. Voilà. Ouais, c'est des bons conseils. Déjà, de faire les études, c'est hyper important. Mais faire tes études, pour c'est avoir hyper un filet important. de sécurité. Exactement. Voilà. La dernière question. Oh. Quel est ton rêve? Ouah. C'est une excellente question. Écoute, mon rêve, franchement, c'est d'être en bonne santé ainsi que ma famille et tous les gens que j'aime. Déjà, c'est bête, hein, mais c'est qu'on soit toujours en bonne santé. Voilà, parce que sans la santé, on peut rien faire. Après, si je dois atteindre un rêve, je pense Un rêve que professionnel. professionnel, ça serait rencontrer peut-être déjà aller au Japon. Je suis jamais allé au Japon. Mais et... non. Je suis jamais Mais allé au pourquoi? Japon. Bah, j'ai pas eu le Viens, on temps. part ensemble. Bah, vas-y, go. Ouais, moi, très je suis chaud. Ah, je suis chaud, vas-y, let's go. Le Japon, et j'aimerais tellement un jour rencontrer des personnalités comme Shigeru Miyamoto, par exemple. Ah, bah, je l'ai rencontré. Ah, Très sympa. incroyable, ça c'est un de mes rêves, pouvoir discuter, échanger avec lui, ce serait peut-être un goal ultime, puisque moi je suis très Nintendo forcément dans mon cœur. Faudra lui offrir des macarons. Il adore les macarons. C'est vrai? Ouais. Oh là là, ça, Et là je vais me très donner sympa, tips. mais retenez là, si vous croisez Shigeru Miyamoto, vous lui offrez des macarons, il adore ça. Non, mais en plus, voilà, je sais qu'il commence à se faire un peu vieux, il a plus de 70 ans maintenant, donc c'est vrai qu'on se dit, waouh, le temps il passe, il file, donc j'espère, qui sait, peut-être un jour je le rencontrerai. Non, après, sinon, professionnellement, ça serait de continuer toujours. En fait, moi, que ça continue comme ça. Que ça continue de plaire au public, aux abonnés, qu'ils soient là, qu'ils soient présents finalement pour nous soutenir dans notre travail et qui continuent finalement de kiffer, quoi. Avec moi, voilà. Moi, si je continue à faire du YouTube pendant des années ou être sur les réseaux et à parler de jeux vidéo, pour moi, c'est le rêve ultime. J'ai déjà atteint ce rêve-là pour moi de pouvoir en parler comme ça à un si grand public. Donc, je remercie vraiment le public encore une fois d'être là. Et merci pour le futur, je l'espère. Et j'espère que je ne les décevrai pas. Voilà. Bah, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Conquerax, d'être Merci, venu merci Julien. dans ce podcast. Moi, franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Je me suis régalé Comme vraiment. d'habitude, j'ai envie de te dire. On se régale. Quand nous. on est ensemble, on est toujours bien. Et si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, YouTube ou autres. Et on se retrouve pour un prochain podcast de Tant qu'il y aura du Wi-Fi avec un nouvel invité. À bientôt. Merci Julien, à bientôt et prends soin de toi surtout. Bah, toi aussi. Merci beaucoup.